Je parlais justement d'elle, donc je vais lui donner tout de suite la parole à Fave Gabellotto pour 2 délibérations concernant la question du commerce. Oui, alors une plus particulièrement sur le commerce, sur l'espace public, qui effectivement aujourd'hui nous amène à une réforme des redevances et des règlements applicables aux activités commerciales durables sur le domaine public parisien. Donc, ce sont des réformes assez importantes puisqu'il s'agit de 2 volets. Un premier volet réglementaire, puisque nous avons, pour faire un petit peu d'historique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le commerce sur l'espace public? Nous parlons particulièrement des commerçants qui commercent sur l'espace public, c'est-à-dire les CEP, donc commerçants sur l'espace public, donc des commerçants un peu volants. Qui ne sont pas volants, mais qui ont des emplacements spécifiques attribués par la direction de l'emploi, enfin de l'économie et de l'attractivité économique, de l'emploi et de l'attractivité économique, ex-DES. Ils sont aujourd'hui 247 commerçants sur l'espace public. On en a 25 dans le 18e. Il s'agit de vendeurs de bonbons, comme il s'agit de vendeurs de souvenirs, comme il s'agit de vendeurs d'ustensiles de cuisine, etc. Donc ça, c'est pour vous resituer un petit peu ce de quoi on parle. Ils existent en fait après la guerre. On a ce qu'on appelait les gueules cassées, et donc c'était des emplacements qui ont été donnés et attribués pour laisser la possibilité à certaines personnes qui ont eu des vraies difficultés physiques, donc des gueules cassées, de pouvoir subvenir après-guerre à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc voilà un petit peu l'historique. Ça, c'était d'après-guerre. Plusieurs réglementations, les temps ont changé. Aujourd'hui, on a gardé cette tradition de commerçants sur l'espace public. Plusieurs réglementations, dont la plus vieille date de 1980, a essayé de réglementer un petit peu tout ça, parce qu'on n'avait plus les gueules cassées sur l'espace public, mais on était plutôt sur des emplacements de gré à gré, c'est-à-dire on déposait une demande, et puis selon l'ancienneté de sa carte et de sa demande, on obtenait une place en fonction de l'activité que l'on souhaitait exercer. Il y a eu des tentatives de réglementation, dont une en 2010 pour réglementer autrement, parce que les demandes étaient beaucoup trop nombreuses. Qualitativement, on s'est aperçu qu'on avait quand même une occupation assez anarchique de l'espace public, avec des bonbons, des chichis, mais aussi des ustensiles de cuisine pas très intéressants, des chaussettes et bien d'autres choses. Il est question aujourd'hui de réglementer tout ça parce que, d'une part, on a une obligation légale de se mettre en conformité avec la loi, qui est donc la première chose, donc l'harmonisation globale par rapport à l'ordonnance du 19 avril 2017 qui nous oblige aujourd'hui à la mise en concurrence, puisque je vous le disais auparavant, il y a eu les gueules cassées, donc ça c'est un fait. Après, il y a eu du gré à gré, c'est-à-dire on déposait un dossier puis on attendait tranquillement que le dossier soit accepté en fonction d'une place vacante, en fonction de ce qu'on souhaitait y faire ou pas, mais il n'y avait pas de mise en concurrence. Donc tout le monde pouvait y avoir accès, mais en fonction surtout d'une ancienneté, et c'était pas qualitatif. Aujourd'hui, l'idée dans une capitale comme Paris, c'est d'arriver à avoir des choses plus qualitatives. On voit à travers le monde quand même que les choses ont quand même beaucoup évolué au niveau des installations, au niveau des produits proposés, et de sortir donc d'un petit peu d'une situation qui est peu satisfaisante dans certains quartiers. Je pense notamment à certains quartiers populaires ou une certaine rue de marché où on a un petit peu de tout et de n'importe quoi, et que c'est une espèce de droit acquis, renouvelé sans mise en concurrence. Donc on a une obligation légale de mise en concurrence. Donc on est obligé aujourd'hui de faire des appels à marché ou à projet pour pouvoir postuler sur un emplacement. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir des emplacements, de ne pas faire disparaître ces emplacements, parce qu'ils font vivre quand même les quartiers. C'est des animateurs de vie. Certains lieux ont besoin de ce petit point un petit peu de lumière, et puis on a des besoins spécifiques sur certains coins. Par exemple, dans les parcs et jardins, il est toujours agréable de trouver des pommes d'amour et des barbes à papa, ou des jeux et des jeux forains aussi. Donc l'idée, c'est donc une simplification, une mise en concurrence, parce que la loi nous y oblige, et de renouveler donc qualitativement, esthétiquement, l'espace public. Ça, c'est le premier aspect, qui est donc un changement majeur dont il faut, qu'il va falloir prendre en compte. Par ailleurs, nous avons une problématique de redevance. Il n'est pas question aujourd'hui de taxer plus ces occupations sur l'espace public, parce que ce n'est pas du tout l'idée, mais d'expérience et depuis plusieurs années, on se rend compte
que les redevances qui sont demandées plutôt sur un chiffre d'affaires, on sait que ce sont des chiffres d'affaires déclaratifs, donc on n'a pas une connaissance précise du chiffre d'affaires. On sait particulièrement bien que ce ne sont pas les vrais chiffres d'affaires qui sont faits, puisqu'il y a, ce sont des petites sommes, donc forcément beaucoup d'espèces, et on sait qu'il y a une grosse partie du chiffre d'affaires qui n'est pas déclaré forcément. Donc on a quand même des disparités en fonction des quartiers qui sont quand même assez étonnantes, puisqu'il y a des gens qui déclarent très sérieusement ce qu'ils font vraiment, et sur d'autres quartiers, des gens qui déclarent absolument la même chose sur des zones de commercialité qui sont quand même beaucoup plus intenses et beaucoup plus importantes. Donc tout ça nous amène aujourd'hui à tout remettre un petit peu en ordre et de ne plus faire donc des redevances sur le chiffre d'affaires qui n'est qu'une partie déclarative et donc qui reste quand même relativement obscure, mais de travailler un peu comme ce que l'on fait sur les terrasses, étalages, contre-terrasses, etc. Donc sur les zones de commercialité qui sont des voies que la direction de l'urbanisme évalue en termes de commercialité à travers un certain nombre de chiffres, d'éléments, du nombre de commerces, du flux, du nombre de passages, de la complémentarité des activités commerciales, etc. Donc ce sont des calculs plutôt savants, enfin des équations un petit peu complexes, mais qui donnent quelque chose d'assez cohérent. On s'y retrouve à peu près, donc il n'y aura pas de boom sur ces commerçants-là, mais plutôt une adéquation par rapport à la commercialité de leur emplacement. Ça, c'est pour ceux qui sont sur l'espace public et qui ne sont pas sur les jardins, parcs et jardins, où là, c'est plus compliqué, puisque effectivement, on n'est pas sur des zones de commercialité que l'on peut évaluer, mais en fonction du temps, en fonction de la météo, etc., on ne peut pas vraiment juger de la commercialité d'un parc par rapport à l'autre, même si on sait que certains parcs sont plus fréquentés que d'autres. Mais on a pris des moyennes, donc des moyennes ont été faites sur les 3 dernières années et ont permis d'évaluer une redevance qui sera donc faite au mètre carré et en fonction des zones de commercialité, donc à travers plusieurs forfait, donc ce sera forfaitaire au nombre de mètres carrés. Donc le forfait sur des voies de faible à bonne fréquentation ira de 1,05 € le mètre carré à 2,93 € mètre carré par jour. Pour les sites très fréquentés, la commercialité pourra monter entre 4,83 € à 6,30 € mètre carré par jour. Je vous laisse imaginer les endroits où autour de la Tour Eiffel et autres, cela se fonde. Donc voilà pour le plus gros. Ça serait compliqué de rentrer vraiment dans le détail, mais je rappelle vraiment juste qu'il y a une obligation qui en plus nous a été rappelée par le contrôle de la CRC en nous disant que nous n'appliquons pas la loi et qu'il faut mettre en concurrence parce qu'aujourd'hui nos critères de sélection n'ont pas de fondement juridique clair, puisque le gré à gré, finalement, tout le monde fait un peu ce qu'il veut en fonction de ce qu'il veut. Voilà. Donc, la concertation qui a été première partie pour l'attribution des appels à projets, qui est rendue donc obligatoire. Les mairies d'arrondissement sont effectivement associées. Il y aura un critère de sélection, d'abord le projet, s'il répond aux besoins et aux enjeux locaux, donc il y aura aussi un regard sur ce qui se passe autour, pour ne pas non plus être en concurrence avec un commerce déjà existant. Ensuite, la qualité de la structure, notamment au regard du patrimoine et puis de l'environnement, puisqu'on a quand même certaines surprises qui sont quand même assez désagréables dans certains quartiers. Et si on le souhaite, en fonction de la redevance proposée, si la redevance est plus importante que ce qui est convenu réglementairement, puisque ça peut être aussi le cas. Les concertations qui ont été mises en œuvre pour aboutir à ce nouveau règlement et ces redevances, les mairies d'arrondissement ont été saisies en août 2017 pour valider les emplacements. Donc chaque emplacement a été vu. Donc on a enlevé des emplacements qui ne servaient à rien, des emplacements qui étaient plutôt propices à avoir quelque chose parce que ça a remplacé une zone où il y aurait du trafic, un flux pas très intéressant pour réguler un petit peu. Donc on en a créé, on en a enlevé. Et on a proposé aussi des modifications et des préférences d'activité en disant là, c'est peut-être bien de ne pas mettre des chaussettes, mais on a plutôt des touristes, donc peut-être plus de confiserie ou autre. Enfin bon, je vous dis ça, mais enfin, c'est pas. Donc voilà, pour l'écriture du règlement, ont été sollicités par le biais du cabinet d'Olivia Polski, les cabinets des adjoints concernés, donc Mao Péninou pour la propreté, Colombe Brossel pour la sécurité,
M. Najowski pour les livraisons, pour la cohérence aussi à travers les livraisons, Célia Boel pour l'environnement et pour les espaces verts, Pénélope Comites. Ça a été vu aussi avec les directions concernées, donc la DEV. Et le 24 janvier 2018, il y a une présentation en commission d'élus concession où les élus n'étaient pas tous présents, mais représentés par leur secrétaire général et qui n'ont fait aucune remarque particulière par rapport aux propositions qui sont faites aujourd'hui dans cette réforme des redevances et des règlements applicables aux activités commerciales sur le domaine public parisien. J'ai essayé d'être le plus complète possible parce que je sais que c'est un sujet qui paraît complexe mais qui est majeur et qui fait partie de la vie parisienne depuis l'après-guerre. Merci beaucoup à Faf Gabellotto pour ces précisions. J'ajoute que ce travail de simplification et de clarification sera sans doute un élément utile pour que nous puissions mieux lutter contre ceux qui s'installent pour le coup sans autorisation. Je pense aux marchands de divers meubles, de literie, parfois même de livres, qui s'installent de façon anarchique sur l'espace public, faute parfois de savoir qui est autorisé, qui n'est pas autorisé, dans quelles conditions, dans quel cadre, et rendent plus difficile le travail de la DPSP pour arriver à lutter contre ces installations-là. Et je pense que cette délibération, qui concerne des redevances et des règlements, va quand même nous permettre d'avoir plus de clarté sur ce sujet. Je vais donc donner la parole à ceux qui la souhaitent. Daniel Vaillant, Frédéric Badina, Laurent Keinec. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole? Allez-y, Daniel. Oui, comme le maire vient de le dire, je crois que c'est utile parce que ça peut mettre un terme à une certaine confusion. Et puis, ça met, je dirais, des critères pour l'installation de tel ou tel volant. On a connu dans le passé des difficultés, notamment par l'utilisation, sous la houlette quelquefois, de concessionnaires. Et donc, une question que je pose, mais c'est sûrement pas du ressort du seul arrondissement. Serait-il possible d'envisager que les volants réguliers puissent avoir une affichette ou sur leur étal pour comprendre qu'ils sont autorisés et qu'on puisse faire le distinguo entre la sauvette, que je combats toujours, et les volants autorisés. Et peut-être serait-il utile aussi que soient associés ceux qui détiennent un marché public et sur lesquels viennent se greffer des vendeurs dont on ne sait pas s'ils sont des volants autorisés, s'ils sont là pour occuper le terrain au nom des délégataires de marché. Voilà, donc, mais je ne sais pas si c'est possible d'obtenir ces précisions, mais qui seraient, à mon avis, un utile complément aux dispositifs qui sont proposés dans cette délibération. Merci. Frédéric Badina. Merci, monsieur le maire. Alors cette délibération traite d'un sujet structurant pour nous les écologistes, c'est celui de l'espace public, de son usage et du caractère commercial, voire non commercial qui en est fait. L'utilisation parfois délibérément anarchique par certaines de ces activités, on y est confronté quotidiennement, interpellé en tant qu'élu, le plus souvent pour nous demander de sanctionner et d'encadrer, AFAF l'a précisé. Encadrer, mieux réguler, c'est précisément ce que propose ce texte en simplifiant la réglementation actuelle et en proposant de nouvelles modalités de calcul relatives à l'usage commercial qui est fait de l'espace public. Or, pour nous, on se heurte là à un débat qui est un débat quasi philosophique et qui relève de notre vision de la ville. C'est considérons-nous ou acceptons-nous que notre espace public devienne un espace marchand, un actif sur lequel Paris puisse compter pour engranger des revenus de fait par quelque biais que ce soit. C'est bien ce que propose en tout cas cette délibération. Or, nous ne voyons pas les choses de la sorte. Certes, nous avons aujourd'hui besoin d'un règlement qui tienne compte, bien entendu, des abus d'usage identifiés sur la voie publique. Mais cet espace, il est pour nous un bien commun, non marchand, qui doit faire l'objet d'une régulation, d'un usage raisonné, mais dont le principe d'une redevance ne peut pas être automatique. Deuxième écueil pour nous, cette proposition de réforme de la réglementation ne traite que d'activités lucratives. Or, nous savons que les activités non lucratives ont aussi une place et un rôle structurant à jouer sur l'espace public. C'est d'ailleurs toute la discussion que nous aurons à l'occasion des vœux tout à l'heure, et notamment sur un vœu que nous avons déposé ensemble avec les élus socialistes radico-écologistes pour demander à Madame la maire d'étudier une exonération pour les structures souhaitant positionner ou animer sur l'espace public des dispositifs de dons solidaires.
Troisième écueil, enfin, cette évolution de la réglementation ne propose aucun mécanisme incitatif visant à faire en sorte que les principaux publics concernés soient amenés à respecter, par exemple, le plan climat, ou encore que nous indexions une éventuelle redevance sur les efforts réalisés en matière d'approvisionnement durable ou de pollution lumineuse liée aux enseignes. L'appel à proposition évoqué d'ailleurs dans la délibération pourrait enfin intégrer de nouveaux critères qui pourraient, outre la qualité de l'offre esthétique des installations, mettre l'accent sur la végétalisation par exemple. Voilà, donc nous pensons que cette proposition de réforme aurait pu être envisagée autrement et qu'elle ne va pas assez loin dans le champ d'application, qu'elle se borne à simplifier les règlements constatés, règlements qui d'ailleurs pourraient évoluer bien plus au travers de nouveaux critères plus innovants, encadrant, tenant compte de toutes les formes d'usage de l'espace public, y compris les plus solidaires, voire celles qui sont gratuites. Règlements qui pourraient tenir compte d'une philosophie plus poussée en matière d'usage et qui permettent de montrer que si la ville souhaite réguler, encadrer, percevoir une redevance sur l'occupation, cela peut se faire aussi en considérant l'espace public comme un bien universel, non marchand, et qui peut faire l'objet d'une redevance équilibrée au regard de ce que coûte son entretien. Voilà, pour toutes ces raisons et parce que nous aurions souhaité en avoir des échanges au sein de la majorité à l'échelon parisien, nous voterons contre cette délibération au Conseil d'arrondissement avec l'intention de demander son retrait au Conseil de Paris pour mieux la retravailler derrière avec les services et la majorité. Merci. Merci beaucoup. Laurent Keinec. Merci, Monsieur le maire. On pourrait certes se féliciter de l'intention louable de cette délibération qui a l'intention de simplifier. C'est toujours une bonne chose. Mais nous allons nous abstenir parce qu'il y a tout de même à ce stade, ce qui nous a été expliqué par Mme Gabellotto, de fortes zones d'ombre. La première, c'est celle du rôle des arrondissements par rapport à la mairie centrale. C'est important que les arrondissements aient la main sur le commerce dans l'espace public. Et là-dessus, on ne sait pas en fait si ce sont les arrondissements ou la mairie centrale. Et c'est un point sur lequel ce serait intéressant d'avoir quelques éclairages. Ensuite, et c'est le point le plus important, c'est que le passage au forfait, quand on connaît l'état des finances de la ville, laisse planer un certain doute sur l'augmentation, le prix qui sera payé par les redevables. Et là-dessus, on n'a strictement aucune indication. Il n'y a par exemple aucune étude comparative entre l'ancien système et le nouveau système pour savoir quelles seront les recettes que la mairie attend. Peut-être qu'elles sont très importantes. Il y a des zones de commercialité, on l'entend bien, mais on peut en effet supposer qu'il y ait une sorte d'unification. Et on ne peut pas, bien sûr, comparer une activité qui se trouve en bord de Seine d'une activité qui se trouve dans un quartier populaire dans le 18e arrondissement. Donc ces zones d'ombre nous poussent à nous abstenir. Et on ne peut pas m'empêcher de conclure en citant Mme Gabellotto, qui dit qu'il faut renouveler qualitativement et esthétiquement l'espace public. Naturellement, je pense qu'elle pense surtout aux venteurs à la sauvette. C'est bien sûr un de nos points, un point important qu'il faut souligner aujourd'hui. Merci. Merci. Je vais demander à Faf Gabellotto d'apporter quelques éléments de clarification qui, j'espère, vont vous rassurer. Un mot néanmoins. On parle là des activités économiques. Ça n'exclut pas l'occupation de l'espace public par d'autres types d'activités non lucratives, mais qui, pour le coup, ne font pas l'objet d'une redevance. Quand une fête de quartier, alors c'est vrai que ces dernières années, beaucoup de fêtes de quartier ont été rapatriées dans des équipements publics compte tenu du contexte sécuritaire. Mais pour autant, quand une fête de quartier, une animation culturelle a lieu sur l'espace public, elle n'est pas traitée par cette délibération pour une raison assez simple, c'est qu'aucune redevance n'est demandée. Et donc, elle ne rentre pas dans cet objet-là. Et donc, s'il faut faire de la philosophie, il faut le faire sur les sujets dont on parle. Et on parle bien là de l'activité commerciale. Est-ce qu'elle prend trop de place, moyennement de place? Pas assez de place, c'est un autre sujet. Mais elle ne s'oppose pas à l'occupation par des activités non lucratives de l'espace public. Encore faut-il être bien clair sur le fait qu'il n'est pas de notre intention de les faire payer quoi que ce soit, jamais. Et nous promouvons plutôt l'installation de ce type d'activité. Deuxième élément de généralité, avant de laisser AFAF répondre plus précisément, sur la question du rôle des mairies d'arrondissement et de la mairie de Paris. Il faut évidemment que les mairies d'arrondissement aient largement leur mot à dire, et c'est le cas, Faf Gabellotto l'a d'ailleurs dit dans son intervention. Il faut aussi rappeler que seule la ville de Paris, parce qu'il n'y a qu'une seule commune à Paris, est habilitée notamment à prélever des forfaits. Et donc il faut évidemment qu'au bout du bout, ce soit la ville de Paris
qui prélèvera l'argent demandé aux commerçants, qui contrôlera l'ensemble de l'activité, qui soit décisionnaire. Mais sur ce sujet, d'ailleurs comme sur tout autre, parce qu'au bout du bout, l'organe décisionnaire dans la ville de Paris, c'est le Conseil de Paris. Ce n'est pas l'exécutif parisien, c'est le Conseil de Paris. Et il faut que les mêmes règles s'appliquent à tous ceux qui souhaiteront avoir une activité dans l'espace parisien, en fonction des quartiers. Parce qu'il faut que, par exemple, dans le 18e, on puisse traiter de la même façon qu'autour de la Tour Eiffel les structures qui s'installeront du côté de la butte Montmartre, mais de façon très différente, ceux qui s'installeront dans des quartiers qui n'ont pas la même commercialité. Et c'est justement l'objectif. Il faut que nous soyons au cœur de la machine, et c'est ce que nous sommes, mais il faut toujours rappeler, parce que c'est le sens de ce qu'on a à être ensemble, que tous les Parisiens, qu'ils habitent dans le 18e ou dans le 15e, sont d'abord des Parisiens et ont à bénéficier de la même qualité et des mêmes rapports à la ville, et c'est, je crois, l'équilibre qui a été trouvé, mais j'espère qu'AFAF pourra vous en convaincre encore mieux que moi. Je vais essayer d'être assez rapide pour répondre déjà à la première question qui a été posée. Effectivement, le nouveau dispositif va nous permettre d'avoir des cartes, puisque ce sont des validations sur 3 ans, donc des cartes qui seront renouvelées, qui seront... Avant, on avait un espèce de papier qui donnait le nom et qui vous donnait une espèce d'autorisation. On faisait des photocopies, on mettait un coup de Tipex, c'était devenu très problématique parce qu'on n'avait pas d'identité propre. C'est un affichage qui donc est valable pour 3 ans, qui sera une carte identifiable, qui sera obligatoire. Elle est nominative, puisqu'on ne peut pas disposer de plusieurs emplacements sur l'espace public. Elle est nominative, donc la personne doit tenir son emplacement et salarier éventuellement des personnes, s'il a vraiment besoin de main-d'œuvre supplémentaire parce que son stand déborde, peut en salarier, mais elle est totalement encadrée. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à quelque chose qui ne soit plus... Le problème de la DPSP, c'était d'avoir des vieilles photocopies sur lesquelles on ne savait pas qu'est-ce que c'était. C'était une autorisation effectivement d'occupation de l'espace public sans donner forcément le nom de la rue, le site, ni le numéro. Donc ils auraient une autorisation. Donc une autorisation, ça donne une autorisation, donc ça ne donne pas lieu à verbalisation et donc est attaquable si jamais il y a verbalisation. Aujourd'hui, ça serait très différent puisque, je vous dis, le nettoyage a été fait mairie par mairie. Après, il y a aussi le jeu des mairies. Il y a des mairies qui s'impliquent. Moi, j'ai été l'une des premières à dire on a besoin de travailler avec la DAE pour savoir exactement où sont ces emplacements, quelles sont les délimitations de ces emplacements, a-t-on besoin de ces emplacements à cet endroit-là, a-t-on nécessairement besoin de les maintenir, est-ce qu'on ne peut pas en créer dans des zones où c'est un peu vide et franchement, au lieu d'avoir une sorte de pissotière à l'air libre, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un petit kiosque ou un petit truc qui nous permette d'animer un petit peu le quartier? On a créé, on a enlevé. Voilà le travail qui a été fait. Donc c'était vraiment un nettoiement total du 18e arrondissement. Et je sais que tous les arrondissements ont eu le droit au même traitement. On l'a fait, nous, avec sérieux, en faisant point par point, mais on a été totalement concertés. Sur les quelques appels à projets qu'on a eu à traiter, puisque ça existe quand même depuis 2010, sur certains sites, on a bien vu le problème qu'il y avait. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on continuait dans le gré à gré, ça donne absolument n'importe quoi. Il y en a qui sont prêts à absolument n'importe quoi pour avoir un emplacement au Sacré-Cœur, ou au pied du Sacré-Cœur, sur des emplacements où il y a des flux importants. Quand je vous dis n'importe quoi, on a eu quand même des histoires assez cocasses et voire du harcèlement. Je peux vous dire que j'ai eu certaines chargées de mission qui ont même été harcelées au téléphone, mais alors un nombre de fois absolument incroyable, parce qu'ils voulaient savoir où en était leur dossier et n'acceptaient pas le fait que eux ou pas eux, etc. Donc voilà. Sur l'espace marchand, on parle de l'espace marchand. C'est pour ça que je tenais aussi à rappeler un petit peu l'historique de pourquoi on avait ces espaces qui sont commerciaux. Il y a une histoire. Ces espaces existent. Ce sont des espaces commerciaux. On commerce dessus. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur une activité non lucrative, on est sur une activité lucrative qui rapporte de l'argent, qui nourrit une famille, certes, mais qui rapporte de l'argent et qui doit donc être soumise à divers taxes. Il n'y a pas de raison que l'espace public est justement un espace commun ne soit pas soumis à redevance parce qu'on a besoin de le nettoyer, on a besoin de l'entretenir et que c'est juste simplement une raison simple de demander une redevance. Et puis on n'est pas sur quelque chose de nouveau, c'est de l'existant, hein. On est en train d'améliorer quelque chose qui aujourd'hui était totalement en dérive. Donc à part ça, on a toujours tenu compte de la gratuité pour les associations, pour les structures à but non lucratif. On n'a jamais fait payer une kermesse, une école qui faisait une kermesse, un stand devant son école, même si elle y vendait des cakes à 2 € et puis
un peu de vin chaud, etc. Il y en a qui le font, on ne leur fait pas payer parce qu'on sait que cet habitat absolument non lucratif. On ne fait pas payer les vides-greniers aussi quand c'est à but non lucratif pour financer les séjours. Je pense à Ferdinand Flocon en l'occurrence, qui effectivement l'école finance un certain nombre de séjours pour les élèves à travers un vide-grenier. Donc il n'y a pas de... voilà, on distingue vraiment bien ces deux aspects-là. On est vraiment sur l'espace public à titre commercial et donc pour faire du bénéfice commercial et avoir de l'argent, quoi. Donc il n'y a pas de raison que cet espace public ne soit pas soigné, ne soit pas entretenu et donc ne soit pas non redevable par les personnes qui l'utilisent. Pour répondre à M. Keinec, il y a une vraie concertation avec les mairies d'arrondissement. Comme je vous le disais, moi j'étais une des premières à dire je veux cette concertation. Je ne veux pas apprendre qu'il y a un commerce dont on n'a pas eu connaissance et le maire d'arrondissement, que ce soit Daniel Vaillant ou Éric Lejoindre, ont toujours été extrêmement attentifs au fait que personne ne s'installe dans le 18e arrondissement sans que l'on nous soit au courant. Donc il faut que l'on sache quelle activité, pourquoi, pour quel choix on fait, qu'on le justifie et qu'on le justifie en particulier par rapport aux commerces existants aux alentours. Parce que c'est les premiers à nous dire mais vous nous faites de la concurrence déloyale, etc. On a déjà eu le cas. Et donc on est dans toutes ces explications-là, on est les premiers concernés. Donc à partir de là, c'est plus qu'une exigence, c'est une obligation que l'on demande vis-à-vis de la ville de Paris. On sait très bien que c'est la ville de Paris qui autorise, enfin ce sont les administrations qui donnent les autorisations, mais ils ne peuvent pas se passer de notre avis. Donc effectivement, quand on joue le jeu sérieusement, eh bien on déploie tout, ça prend un temps dingue, puisqu'on déploie tous les dossiers, on les regarde un par un, il y a des critères. On peut ajouter un nombre de critères, on peut ajouter des critères. Il y en a qui viennent spontanément aussi avec des critères environnementaux. Donc voilà, tout est perfectible et je pense que l'appel à projet est justement un des meilleurs moyens pour pousser à ce que ces critères soient de plus en plus intéressants. Donc sur le calcul de la redevance, je pense avoir été assez clair sur le fait qu'il s'agit de se caler sur un calcul qui est fait déjà par l'ADU depuis de très nombreuses années. Et d'ailleurs, Félix Vépo doit rapporter une délibération sur quelques voies dont on a changé les critères parce qu'on les a passés de zone à zone, parce qu'on sait très bien qu'une rue est commerçante à un moment donné, elle peut ne plus devenir commerçante parce que activité commerciale qui s'éteint, etc. Donc il n'y a pas de raison que la terrasse ou que l'étalage paye les mêmes droits qu'il y a 10 ans, sachant qu'il y a 10 ans, il y avait une activité commerciale plus intéressante. Donc on change régulièrement ces critères-là, mais on est sur des critères de flux commerciaux, de zones commerciales et de commercialité, donc qui sont calculés. C'est la direction d'urbanisme qui le fait, elle le fait depuis de très nombreuses années. C'est un calcul qui n'est pas fait au doigt mouillé, ce sont des calculs qui tiennent en compte un certain nombre de valeurs, le flux, le nombre de passages, la proximité du métro, le prix des baux, les transactions faites, les chiffres d'affaires moyens, etc. Et c'est ainsi qu'on les fixe, puisque en plus de ça, c'est quand même des grosses réunions qui en plus nécessitent un certain nombre autour de la table, la préfecture y compris, pour pouvoir indexer ces prix-là. Donc c'est tout à fait transparent et c'est assez clair. Donc se caler à ces indices-là me paraît être ce qu'il y a de plus sain aujourd'hui, sachant que même si on a fait quelques calculs, on n'est pas très loin de la réalité par rapport à ceux qui déclarent réellement ce qu'ils font. Merci beaucoup. Je rajoute qu'il s'agit évidemment des commerces autorisés, que la vente à la sauvette ne l'est pas et qu'il revient à la préfecture de police de faire la police dans Paris. Et je vous invite, comme moi, à insister auprès des ministères concernés pour que nous ayons de plus en plus de moyens en la matière. Et je veux saluer la création par la commissaire du 18e de sa brigade de lutte contre la sauvette et la contrefaçon, qui donne un certain nombre de résultats, pas encore partout à la hauteur, mais qui donne un certain nombre de résultats, et j'espère qu'elle aura la capacité de la maintenir dans la durée, c'est-à-dire que les effectifs resteront suffisamment dans le 18e, ou qu'elle en obtiendra suffisamment de nouveaux au fur et à mesure du temps, pour qu'elle puisse la maintenir. En attendant, je vous propose que nous mettions en voie la DAE 53, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.